la conférence de presse et les différents débats qu'il y a eu sur la question des 72 conférences organisées par des membres de la commission Vérité et Réconciliation, il y a eu quelques affirmations plutôt étonnantes et même presque absurdes pour ceux qui connaissent certaines choses de l'époque concrètement. Il y a eu notamment l'affirmation selon laquelle il n'y a pas eu de groupe Hutu qui a attaqué pour tuer des Tutsis. Il y a eu une manipulation du gouvernement Michombero qui a payé des anciens Maï Mouléré, comme on les appelait, donc les anciens partisans de Pierre Mouléré, pour qu'ils viennent attaquer dans certaines régions du pays, notamment dans le sud, tuer des Tutsis, ce qui aurait permis que le gouvernement de Michombero, notamment maintenant, massacre, élimine toute l'élite Hutu et d'autres citoyens Hutu ordinaires comme il l'avait souhaité, que tout ça n'aura été qu'un plan planifié par le gouvernement Michombero. Est-il plausible que le gouvernement Michombero ait pu travailler avec les Maï Mouléré, ennemis du gouvernement de Mobutu Sese Seko? Euh, pour moi, c'est vraiment tout simplement scandaleux. Mais c'est aussi pour les victimes Tutsis de cette rébellion, c'est une insulte à leur mémoire. C'est vraiment, comment dire, remettre le couteau dans la plaie, ou remuer le couteau dans la plaie. Et essayons de rétablir la chronologie des faits et surtout aussi les relations qu'il y avait à cette époque-là et les tensions géopolitiques qu'il y avait. Et je crois que c'est peut-être ce qui a manqué à ceux qui se sont proclamés chercheurs, de connaître le contexte géopolitique de cette époque. Et ce contexte-là, l'Est et l'Ouest étaient en guerre depuis pratiquement l'assassinat de Patrice Lumumba. Et depuis cet assassinat, il y a des rébellions qui se sont créées au Congo. Il y a aussi au Burundi des situations qui sont nées dues justement à cette problématique Est-Ouest. Ce que les gens ne savent pas, c'est que Casablanca-Moronvia, c'est deux thèses sur la naissance de l'organisation de l'Union africaine. Il y avait du côté dit Casablanca ceux qui étaient pour une Afrique unie, les États-Unis d'Afrique et tout ça, et qui étaient plus ou moins soutenus par l'Est. Et il y avait Moronvia, qui étaient les groupes qui se sont réunis à Moronvia et qui voulaient continuer les relations avec l'Est. Et ces deux groupes se sont retrouvés à se battre sur le terrain politique burundais. Ça a évolué malheureusement à un ethnisme Hutu-Tutsi. On y reviendra peut-être un jour. Mais je veux juste que les gens se rendent compte de ce qui se passe à ce moment-là. Le gouvernement, principalement, je dirais, même celui de Ngenandoum et celui de Nyamoya, ont continué cette ligne des non-alignés, proche de la Chine, proche de l'URSS. Je ne sais pas si ceux qui ont fait les enquêtes savent que pratiquement le premier pays africain à avoir ouvert une ambassade à la Chine de Mao, c'était le Burundi. Et Pierre Ngendandoum en a payé le prix. Du côté du Premier ministre Nyamoya, effectivement, ils ont eu des relations avec les rebelles congolais qui étaient appelés à l'époque moulélistes. Quand tu dis Maï Moulélé, c'était celui qui était leur chef et qui combattait le gouvernement central de Mobutu.
Je me rappelle dans un des discours de Niamoya, le Premier ministre, il disait que l'armée burundaise était prête à aller jusqu'à Léopoldoville. Il a prononcé comme ça Léopoldoville, c'est pour ça qu'on a retenu son discours. Et donc, les Soumialo, les comment il s'appelle, Matoudidi, les Kabila, Bujumbura, c'était chez eux, effectivement. Mais ça, c'est jusqu'en 1965. Après 65, on n'a plus parlé de moulélistes à Bujumbura parce qu'il y a eu un autre pouvoir, le pouvoir de Michombero en 1966, qui a été aidé par Mobutu pour se débarrasser du Mohamed Nare V. Le roi Nare V a reçu la nouvelle pendant qu'il était dans un cocktail à la résidence de la présidence du Congo. Et ça, ces pseudo-historiens ne l'ont pas remarqué. Alors, comment voulez-vous que Michombero, qui est aidé par Mobutu pour se débarrasser de Moami, va se remettre à traficoter avec les ennemis de Mobutu? Un autre fait important, c'est l'affaire des mercenaires de Jean Schram. Michombero, à l'époque, était secrétaire d'État à la gendarmerie, à l'armée, en 1965. Et quand le Mobutu est en train de se battre contre les mercenaires, Jean Schram, ces gens-là veulent passer par Bujumbura, qui est un aéroport plus grand, pour rentrer chez eux. Eh bien, Michombero a dépêché l'un de ses meilleurs militaires, Rousigapol, pour arrêter l'avancée des mercenaires et qui se sont retrouvés par après vers Bukavu. C'est par le Rwanda qu'ils ont pu partir. Mobutu a été tellement reconnaissant qu'il a donné le nom de l'aéroport de Bukavu à Michel Michombero. C'est aéroport Michel Michombero depuis cette époque-là, jusque très récemment, il n'y a que très récemment qu'il a été changé. Alors, comment voulez-vous qu'un Michombero puisse se mettre en alliance avec les anciens rebelles contre Mobutu? C'est incompréhensible. Deuxième chose, deuxième élément que j'ai entendu dans ce qu'ils ont dit, c'est avoir mis ensemble Nahamagara, Yanda et Shibura. Connaissant le contexte de l'époque, la guerre entre Muramvya et Ururi, Nahamagara tel que nous le connaissons, il n'aurait pas pu traficoter avec Yanda ou Shibura. C'est une impossibilité. Tous ceux qui connaissent le caractère fugueux de Nahamagara ne peuvent pas comprendre que dans leurs enquêtes, ils aient mis ces trois personnes ensemble en 1972. C'est complètement aberrant. Donc ça, c'est vraiment ces éléments qui sont importants à connaître parce que c'est tellement anachronique ce qu'ils ont dit et c'est tellement contre nature, si je puis dire, parce que la nature de Michombero, qui est un militaire, qui a son ami militaire, ils sont loyaux entre eux. Et ils sont restés loyaux jusqu'à la fin. Donc, ce qui se passe à ce moment-là, 1972, il y a effectivement une attaque. Il y a un autre élément que j'aimerais soulever ici. C'est le cas des personnes qui ont été citées comme étant des responsables de la rébellion. Je pense qu'ils n'ont pas suffisamment, ou ils l'ont laissé exprès, cherché à comprendre pourquoi un Biorero Ézéchias était en Tanzanie. Pourquoi un Pacha Selius était en Tanzanie et
en quelle année ils sont partis? Biolero Ezequias part en 1965. Il est député. 1965, c'est le coup d'État qui rate de 1965. Biolero part. Donc, déjà, il part alors qu'il vient de perdre une bataille. 1969, c'est le départ de Pacha. 1969, qu'est-ce qu'il y a? Il y a aussi un prétendu coup d'État et une répression s'ensuit contre des ministres et des militaires. Pacha, qui est à l'université, quitte le Burundi. Déjà, ça, c'est vous montrer réellement ce qui est la suite des crises depuis Casablanca, Moroni. Si vous ne tenez pas compte de ce départ, jamais vous ne connaîtrez les causes réelles de ce qui va se passer en ce sens. Autre chose à faire remarquer, c'est ce qui se passe en 71. Je me rappelle que mon père et moi, nous étions à la Barza de la maison. Notre maison se trouve juste en face du monument du soldat inconnu. Et nous assistons à vraiment ce qui est en train de se passer. Nous avons vu le véhicule des artistes, des musiciens qui est brûlé sur le long de la route vers Moura. Nous avons entendu des coups de feu tout au départ. En fait, c'est les coups de feu qui nous ont alertés. Les coups de feu, c'était l'attaque contre le lieutenant, comment il s'appelle déjà, Quignon Vidodol. Donc, la conversation que nous étions en train de faire avec mon papa, il me dit, mais il y a une crise entre Mouranvia et Bururi, et on se dit qu'il y a une attaque entre les Banya Bururi et les Banya Mouranvia. Personne ne pensait, malgré les quelques rapports que celui qui était, comment dirais-je, à Kigoma, M. Simanani et Simon, si vous pouvez le contacter, il pourra vous dire pas mal de choses là-dessus. Il avait essayé d'alerter qu'il y avait une rébellion en préparation. Mais ceux qui étaient au pouvoir se disaient que c'est une rébellion, encore une fois, du Moami et des Banyamura. C'est ce contexte-là qui est là. Et vraiment, si ces personnes-là ne peuvent pas redresser en recherchant réellement le contexte de cette époque sur le plan géopolitique, sur le plan politique au Burundi, ce n'est pas chercher la vérité. Pas du tout. Sans oublier les fameux avions de l'armée congolaise et les militaires congolais zaïrois qui sont venus aider Michombero dans la Ah, merci. reconquête. C'est un élément que j'allais omettre et c'est un élément extrêmement important. Si réellement ces Moulélés étaient de connivence avec Michombero, pourquoi Mobutu a envoyé un contingent militaire pour aider Michombero? C'est parce que l'information avait été donnée que ce sont les résidus des moulélistes et des gendarmes katangais. Et ça aussi, c'est un élément important à signaler. Les mercenaires de Tchombe, qu'on appelait les gendarmes katangais, qui avaient fait la sécession pour Tchombe, la sécession du Katanga, étaient devenus des personnes, des mercenaires qu'on achetait partout. Et donc, les mercenaires congolais et les Maï Moulélé étaient présents pour aider la rébellion. Et c'est pour ça que ça a été de bonne guerre que Mobutu envoie des amis, des militaires pour aider son ami Michombero. Il n'y a pas une autre vérité. Ce que les gens disent là-bas, c'est vraiment, je suis désolé, c'est du n'importe quoi.
Docteur Ogambara, vous avez participé au processus de négociation d'Arusha. Cette question vérité-réconciliation était une des grandes questions à traiter. C'était un des grands chapitres de cet accord-là. Est-ce qu'il est possible qu'un bloc politique, comme c'est le cas aujourd'hui, qui prédomine dans le pays, puisse à lui tout seul conduire un processus aussi délicat, aussi controversé, aussi tendu que celui-là, et espérer trouver la vérité et la réconciliation avec ça? Est-ce possible? Non, je dirais que c'est impossible. C'est impossible parce qu'on ne peut pas être juge et partie. Et je voudrais leur signaler que dans l'accord d'Arusha, nous nous étions déjà entendus après multiples discussions. Nous sommes arrivés à la conclusion que des Batutsi avaient été tués du simple fait qu'ils étaient dénommés Babatutsi. Des Bahutus ont été tués du simple fait qu'ils étaient dénommés Bahutus. Ça, ce sont des faits indéniables. Et cette commission est en train de nier ce fait-là. Deuxième chose, nous avons même utilisé le terme en français, des actes de génocide ont été commis contre les Bahutus. Des actes de génocide ont été commis contre les Bahutus. Mais nous demandions qu'il y ait une commission vérité-réconciliation qui allait vraiment se préoccuper beaucoup plus des victimes que des causes ou des commanditaires. Parce que pour les commanditaires, nous sommes entendus qu'il devrait y avoir une commission d'enquête judiciaire pour déterminer les responsabilités. Ce que cette CNVR est en train de faire, c'est du travail qu'elle est même dans l'impossibilité scientifique de faire. Parce qu'elle n'a pas tous les moyens pour faire des enquêtes sur des crimes qui ont eu lieu il y a pratiquement plus de 50 ans. Depuis 1965 jusqu'à aujourd'hui, c'est des crimes. Donc, ceux qui sont vraiment en train de faire, je dirais, je suis désolé, c'est du n'importe quoi. C'est simplement mu par des sentiments. C'est comme ce qui s'est passé, et ça je vais le répéter. Qu'est-ce qui s'est passé en 72? Le pouvoir qui était en place a décidé que, oui, les rebelles, les Hutus, de façon générale, avaient massacré les Tutsis. Nulle part ils ne vont parler des massacres à caractère génocidaire des Hutus, les fonctionnaires, les étudiants, etc. Ils ne vont pas en parler. C'est ce qu'ils sont, cette sévère, c'est ce qu'elle est en train de faire à l'inverse. C'est pas possible. Il serait donc réellement opportun que nous revenions sur les orientations de l'accord d'Arusha. L'erreur qui a été faite, la plus grave pour moi, c'est durant la transition. Parce que j'étais dans la commission de suivi de l'application de l'accord, on avait mis en place un calendrier que le gouvernement devait suivre. Et dans ce calendrier, et la commission d'enquête internationale judiciaire et la commission vérité et réconciliation devaient commencer leur travail. Pour que, en préparant les élections, cette question très sensible ne revienne pas dans les élections. Et malheureusement, c'est revenu dans les élections. Ça revient aujourd'hui avec cette commission du sein des DFDD, qui n'est pas une commission de l'accord d'Arusha. On ne peut pas connaître la vérité avec une commission pareille. Et nous voulons connaître la vérité. Que les gens se préoccupent des morts. Vous préoccupez, vous, des innocents qui sont morts. Pas des commanditaires. Les commanditaires, c'est une commission judiciaire qui devrait le faire. Nous avons besoin de réconciliation. Nous avons besoin de vérité. La justice, nous devrions la confier à un organe plus indépendant que la CVR.